Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi. Les aventures de Pinocchio, histoire d'un pantin, le sous-titre de l'œuvre. Et donc si vous nous regardez sur YouTube, sachez que cette vidéo est la rediffusion d'un live qui a eu lieu sur Twitch. Donc forcément je vais discuter avec les viewers, je vais faire une petite intro où je vais un peu blablater de tout et de rien, pour laisser le temps aux viewers d'arriver à temps pour voir la lecture. Et du coup, forcément, je comprends que ça puisse ne pas intéresser tout le monde. Si vous voulez passer à la lecture directement, je vous laisse le loisir d'aller dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition. Voilà, voilou pour la petite, précaution, disons. J'ai commencé un tout petit peu en retard, mais normalement pas grand chose. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Ce soir, ce sera le deuxième live sur les aventures de Pinocchio. On a déjà fait un live il y a de cela 3 jours qu'on a fait durer assez longtemps. En même temps, c'était le live de retour et ça faisait vraiment plaisir de vous retrouver tous. On a fait les chapitres 1 à 12. Et du coup, je m'étais dit qu'on allait séparer cette œuvre en 3 lives de 12 chapitres. Mais j'ai regardé et les chapitres qui vont venir sont un peu plus longs. Ils restent relativement courts comme lors du premier live, mais il s'allonge un petit peu. Et du coup, je pense que si on fait 2 lives de 12 chapitres à nouveau, ça va être vraiment long. Donc j'ai décidé de diviser les 24 chapitres qui restent en 3. Et du coup, ça nous ferait du 8 chapitres par soir, puisque 3 x 8, 24, voilà. Vous avez compris la logique. Donc, à partir de ce soir et jusqu'à la fin de l'œuvre, on lira 8 chapitres par 8 chapitres. Voilà, voilà. Donc ce soir, on va aller du chapitre 13 au chapitre 20. Voilà, c'est bien ça. Bref. Et du coup, on va entamer avec une petite introduction, comme à l'habituel. Comme à l'habituel, ça se dit pas. Comme d'habitude. Et une petite introduction, je vais vous parler un peu de mes projets, de tout et de rien. Enfin voilà, on fait un peu le point, on laisse un peu le temps aux gens d'arriver, pardon. Et du coup, oui, je disais que j'étais un tout petit peu en retard, puisque j'ai couru à la dernière seconde jusqu'à ma boîte aux lettres, parce que je me suis souvenu qu'on devait me poster quelque chose. Ce logo vous dit certainement quelque chose. Et du coup, bah... je vais pas faire un opening parce que genre c'est ridicule et je sais ce qu'il y a dedans et c'est pas ouf. Mais juste, je vais l'ouvrir comme ça très vite fait parce que comme ça je vais pouvoir checker déjà la qualité. Et puis je vais pouvoir vous dire tout simplement... Ah ouais d'accord, il n'y a même pas de... Ça c'est rare que j'ai ça, tiens, ça m'est jamais arrivé. J'ai même pas de papier avec un reçu ou quoi que ce soit. Ok. Je vais le mettre derrière moi, j'espère que ça se voit pas. Je pense que ça se verra pas pendant le live, il y a ma tête devant. Mais grosso modo, voilou, ce que je viens de recevoir à l'instant du coup, entre guillemets. Et des Lumocolor Whiteboard qui ont l'air assez de bonne qualité. C'est pas hyper intéressant, hein, je vous le dis tout de suite. Mais juste, voilà, j'ai reçu à l'instant 6 marqueurs pour tableau blanc. Et en fait, bah, ça a rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois, si je dis pas de bêtises. Tout simplement le fait que j'ai décidé d'acheter un tableau blanc. Donc je l'ai commandé. Je devrais le recevoir la semaine prochaine, je pense. Et du coup, ce sera un énorme tableau sur mon mur. Vous le verrez pas en live, hein, ce sera pas sur ce mur-là. Mais du coup, voilà, dans cette pièce, il y aura un grand tableau sur l'un de mes pans de mur. Ce qui va me permettre d'un peu organiser mes idées, organiser mes projets. Je commence à me faire l'organigramme plus ou moins dans ma tête. Mais grosso modo, ça va s'organiser d'une manière où je vais mettre le nom de tous mes objets, de tous mes projets, pardon. Je vais mettre l'application, le format que je vois pour ces projets. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je peux mettre Planétéo et en dessous dire bon bah Planétéo c'est les lives, c'est ceci, c'est cela. Bref, vous comprenez un peu le délire. Je peux dire, je sais pas, je prends un projet que j'ai déjà fait, mais voilà, comme ça donne un exemple facile à faire. Par exemple, j'aurais pu écrire Danville City Chronicles, je mets une petite flèche et je mets bon bah ça c'était ma web série. Donc voilà, ce sera un peu ça.
Et aussi en supplément, on peut dire, je vais pas me faire un planning parce que je sais très bien que ça ne marche pas avec moi et que je m'y tiendrai jamais. J'ai envie de faire les choses par envie, justement. Donc, je ne vais pas me forcer, je vais juste m'inciter en l'ayant devant mes yeux tout le temps et en me motivant, en ayant bien l'ensemble de mes projets, parce que l'air de rien, j'ai vraiment beaucoup de projets en tête. Et je pense que voir tous mes projets couchés devant moi, devant mes yeux, ça va peut-être m'aider à me dire dans ma tête, ok, bah il faudrait que en ce moment je taffe plutôt sur tel ou tel projet parce que tel ou tel autre, c'est irréalisable pour le moment. Tel ou tel autre, faut que j'y passe du temps, mais d'abord il y a une étape subsidiaire où il faut que je fasse ceci, cela, enfin bon bref. Donc ça va m'aider un peu juste mentalement à m'organiser, à me dire ok, il me reste ça à faire, il me reste ça à faire, je veux faire ça de telle manière, il faut que j'accède à cette chose de telle manière. Et donc je vais me mettre des petits objectifs en plus sur le tableau, très certainement, des trucs en mode, je sais pas moi par exemple, je vais très certainement écrire musique, et à côté je vais écrire 2 heures, et je sais que ça voudra dire qu'il faut que je fasse 2 heures de musique minimum par jour. Voilà, des choses aussi bêtes que ça, mais ça devrait m'aider à m'organiser et à faire mes projets, enfin, essayer du moins de rendre mes projets plus aboutis et de pas les laisser dans un coin, parce que ça qui m'embête, c'est que j'ai plein de projets et qu'il y en a plein qui restent dans un coin pendant des années sans se développer. Voilà voilou, l'explication du pourquoi du comment. Et du coup, j'accueille Fallen Angel. Bienvenue Fallen Angel, merci d'être là ce soir. Je sais pas si t'étais là du coup, parce que je vais parler d'autre chose. Je ne sais pas si tu étais là Fallen Angel pendant l'écran de pause. Pendant l'écran de pause, vous aurez peut-être entendu, pour ceux qui étaient là, une musique que je n'avais pas avant, puisqu'avant je laissais un silence pendant l'écran de pause, ou l'écran d'attente du début de live. Là j'ai rajouté une petite musique. C'est vrai qu'on m'a fait la remarque la dernière fois pendant le live sur Wokfu, dont je vais vous parler aussi d'ailleurs. On m'a dit oh non, pas le silence pendant la pause. Donc je me suis dit ok, bah je vais balancer de la musique, et j'en ai une de ma concoction. Donc on va voir si elle fait le taf. J'avoue que la qualité n'est pas phénoménale, donc je sais pas si je vais la garder. Mais en tout cas, si elle fait le taf, je la garderai avec plaisir, juste parce que je trouve qu'elle fit bien avec ma psyché, n'est-ce pas, avec ma personnalité. Bref, voilou, c'est juste une petite amélioration. En parlant de petites améliorations, on a commencé le second format, enfin le second gros format régulier, j'ai envie de dire, de la chaîne, c'est-à-dire et si on découvrait, qui est sur le même principe de et si on lisait, mais simplement en jouant à des jeux et en s'intéressant plus au côté univers, lore, scénario, histoire de ce jeu, et en interprétant un peu les personnages de ce jeu à la manière dont je pourrais le faire pour les lives de lecture. Et je tenais à vous dire merci, parce que ce live a rencontré un franc succès, entre guillemets. En tout cas, j'ai beaucoup pris de plaisir. Il y a beaucoup de communautés, de nouvelles personnes qui se sont ajoutées à mes followers et qui étaient vachement sympas, donc ça fait super plaisir, parce que j'avais peur d'attirer peut-être une génération très jeune ou une génération, ou des trolls, parce que je sais que c'est beaucoup plus facile d'attirer ce genre de personnes sur des lives de gaming. Donc là, ça m'a fait super plaisir de voir que tous les gens qui avaient pu venir étaient plutôt matures et super sympas. Donc juste un énorme merci. Les lives sur Wokfu vont continuer, c'est une certitude. On en fait un pas plus tard que demain à 21h. Et je pense qu'on partira sur des lives de 3 heures, donc grosso modo 21h minuit. La dernière fois on a fait 4h25, mais j'avoue que la dernière heure j'étais un peu plus endormi. Donc voilà, je pense que 3 heures ça sera pas mal pour ces lives, surtout s'ils se font régulièrement. Je pense avoir dit pas mal de choses du coup, je ne sais pas si j'ai fait le tour, mais ce me semble. Et du coup, Fallen Angel, vu que tu étais là, peux-tu me dire si la balance du son était correcte? Donc, peux-tu me dire tout simplement si la musique, lors de l'écran d'attente, n'était pas trop forte? Parce que ça, pour le coup, j'ai pas vérifié, et je m'en suis rendu compte après, je me suis dit, aïe aïe aïe, si ça se trouve, ça va vous casser les oreilles. Sur ce, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire en vrai. Donc, là, je suis en train de reprendre mon petit rythme doucement. Vous voyez que j'ai un peu accéléré la cadence des lives après cette petite pause que je me suis octroyée. Et
et que là, bah voilà, Pinocchio, on avance bien, c'est déjà le deuxième live dessus, en 3 jours. Entre deux, il y a eu le live sur Wokfu, que je vais essayer pareil de pérenniser tous les 3 jours. Hier par exemple aussi, donc les rediffusions qui se mettent en ligne au fur et à mesure. Hier j'ai mis aussi un texte en ligne sur Wattpad si ça vous intéresse. Donc dans mon recueil de nouvelles, dans mon recueil de poèmes, pardon, Pouce, on arrive à la fin puisque on en est au 25e poème si je dis pas de bêtises. Sur 29, ça doit être ça. Je crois que c'est ça. Donc voilà, on arrive dans le dernier segment, puisque on arrive dans la dernière partie du recueil Pouce, qui se nomme Le Parc Abandonné. Donc voilà, du coup j'ai publié hier Le Parc Abandonné, grand 1, Le Parc Abandonné. Voilà, voilà. Et le grand 2, enfin le grand 2, le petit 2 si on peut dire, de cette partie, se nomme De l'autre côté du parc. Voilà, petit exclu. Et pareil, je vous dirai ça enfin, je vous publierai ça dans les 2-3 jours à venir, je pense. Bonsoir Selka, bienvenue, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Ça fait plaisir de te revoir malgré que ça ne soit pas du Wokfu, j'espère que ça te plaira. C'est un format de live un peu particulier, j'en suis conscient, et c'est vrai que ça touche à un public de niche, entre guillemets. Mais ça me fait déjà plaisir que tu aies fait la démarche de revenir parmi nous, alors que ce n'était pas forcément du Wokfu. Donc merci beaucoup à toi. Comment vas-tu Selka ? Pour moi, oui, le son était bien, mais la dernière fois, je me suis rendu compte que j'aime la musique un peu trop fort. Ah, d'accord. Bah du coup, on verra le jour où j'aurai d'autres retours. Puis j'essaierai de regarder sur la rediffusion, tout simplement. De toute manière, c'est tous des petits réglages à faire. D'ailleurs, en parlant de petits réglages, j'ai essayé d'ajouter une barre défilante en dessous du live. Avec les follows récents, les dons récents, les hosts récents, les subscribers récents. Et j'ai pas trouvé comment faire alors que c'est vraiment une fonctionnalité de base de Twitch, mais j'ai pas encore trouvé comment faire. Donc je vais me pencher là-dessus dans les temps à venir et je vais essayer d'arranger ça. Et aussi vous verrez demain du coup pour ceux qui regardent les lives sur Wokfu, demain j'ai ajouté 2 petits trucs. C'est pas grand chose hein, mais juste j'ai habillé un petit peu plus le layout pour les lives sur Wokfu. Et j'ai aussi amélioré on va dire l'écran de pause pour les live Wokfu. Voilà. Du coup. Pas de soucis, Selkia, ça fait déjà plaisir que tu sois passé faire coucou. Donc pas de soucis, je comprends très bien, on a tous un emploi du temps. Du coup, écoutez, je pense avoir dit toutes les nouveautés que j'avais à vous dire. Ça fait déjà pas mal de news, hein. Et on arrive déjà à 19 minutes de live en comptant l'intro, donc on doit arriver à 13 minutes de live. Je pense qu'il est temps de passer à la lecture, les amis. Donc je vous invite tous à prendre à manger, à boire, à vous asseoir, à vous détendre. Je vous souhaite santé. Et on va se lancer dans la lecture. Ce soir, comme je le disais, comme je l'avais annoncé, nous allons poursuivre avec 8 chapitres. Et comme nous l'a gentiment conseillé Wakina, je pense que c'est pas une mauvaise idée pour cette lecture parce que les chapitres sont vraiment courts. Nous allons dorénavant lire les chapitres 2 par 2. Donc du coup, logiquement, on devrait faire 3 pauses puisque on devrait faire 4 phases de lecture. Et oui, logique. Et du coup, pour vous resituer un petit peu où on s'en était arrêté la dernière fois, on s'était arrêté tout simplement, attention, spoil pour ceux qui n'ont pas vu la première partie et qui voudraient la voir, on s'était arrêté la dernière fois au moment où Pinocchio était censé rentrer à la maison pour rendre à Geppetto l'argent qu'il avait gagné de Manchefeu. Et puis au final, il s'est fait un peu alpaguer dans la rue par le renard et le chat, qui ont l'air d'être les petits filous. Et le renard et le chat l'ont doucement fait miroiter de gros gains. Genre le moyen de multiplier son argent à l'infini. Donc en lui faisant miroiter le pays des nigauds et le champ des miracles. Si c'est pas beau ça. Et Pinocchio, notre bon Pinocchio qui est totalement naïf, a tout gobé. Donc lors du dernier live, lors du dernier chapitre, tout simplement Pinocchio finissait en disant « Allons-y tout de suite, je viens avec vous ». Donc voilà, Pinocchio, le chat et le renard sont en route pour le pays des nigauds et le champ des miracles. Voilà où nous nous en étions arrêtés.
Désolé, je bafouille un peu. Pour le moment, la lecture, je la trouve super super cool. J'espère que ça continuera ce soir. Et puis écoutez, j'ai pas envie de parler forcément plus. J'ai envie de laisser place à la lecture. Donc sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Hop, voilà. Je vérifiais que le live était bien réglé, pardon. Donc du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Comme je l'ai annoncé, nous allons lire le chapitre 13 et le chapitre 14 d'une traite. Je ferai une mini pause entre les deux juste pour le signaler en fait. Mais sinon, on va lire les deux de suite. Donc je vous reprends, je dirais, d'ici... Ah, ça fait pas tant que ça en fait. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Bon, à mon avis, je vous reprends d'ici une grosse dizaine de minutes. Grosso modo, c'est le cas, je t'explique le principe des lives de lecture. À chaque fois, je fais une phase de lecture où je ne m'interromps pas, de manière à ce que la lecture soit fluide, que l'ambiance reste égale. Et une fois que j'ai fini une phase de lecture, je fais une petite pause de 5, 10, 15 minutes, où je viens parler avec vous dans le chat, me reposer un peu la voix, etc. Avant d'entamer une nouvelle phase de lecture, et ainsi de suite jusqu'à la fin du live. Voilou, j'ai fait le topo. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Selkia, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube, et à tout à l'heure. Chapitre 13. L'auberge de l'écrevisse rouge. Et ils marchèrent. Enfin, sur le soir, ils arrivèrent morts de fatigue à l'auberge de l'écrevisse rouge. « Arrêtons-nous un moment ici, » dit le renard, « le temps de manger un peu, et d'où nous reposer quelques heures. À minuit, nous repartirons, pour être à demain, à l'aube, au champ des miracles. » Ils entrèrent dans l'auberge et se mirent à table, mais aucun d'eux n'avait d'appétit. Le pauvre chat, qui soufflait de terribles maux d'estomac, ne put rien manger d'autre que 35 rougets à la sauce tomate et 4 portions de tripes au parmesan, et comme les tripes ne lui semblaient pas suffisamment assaisonnées, il réclama par 3 fois du beurre et du fromage râpé. Le renard aurait volontiers grignoté quelque chose, lui aussi. Mais comme le médecin lui avait prescrit une diète sévère, il dut se contenter d'un simple civet de lièvre au chocolat, accompagné d'une garniture très légère de poularde grasse et de poulet de grain. Après le lièvre, il se fit apporter, pour s'ouvrir un peu l'appétit, une fricassée de perdreaux, de lapins, de grenouilles, de lézards et de raisins secs. Il ne voulut rien de plus. Il avait un tel dégoût pour la nourriture, disait-il, qu'il ne pouvait rien porter à sa bouche. Celui qui mangea le moins de tous, c'est Pinocchio. Il demanda une poignée de noix et un petit morceau de pain, et laissa le tout dans son assiette. Le pauvre enfant, l'esprit toujours fixé sur le champ des miracles, avait pris une indigestion anticipée de pièces d'or. Quand ils eurent dîné, le renard dit à l'aubergiste « Donnez-nous 2 bonnes chambres, une pour monsieur Pinocchio et une autre pour moi et mon ami. Nous allons faire un petit somme avant de repartir, mais souvenez-vous qu'à minuit, nous voulons être réveillés pour continuer notre voyage. »« Bien, messieurs, » répondit l'aubergiste, et il fit un clin d'œil au renard et au chat comme pour dire « J'ai saisi votre jeu, nous nous sommes compris. » À peine Pinocchio fut-il couché qu'il s'endormit d'un coup et se mit à rêver. Il lui semblait être au milieu d'un champ, et ce champ était plein d'arbustes chargés de grappes, et ces grappes étaient chargées de pièces d'or qui, se balançant au vent, faisaient « déling, déling, déling » avec un air de vouloir dire « Qui nous veut n'a qu'à nous prendre ». Mais au moment crucial, c'est-à-dire quand Pinocchio allongea la main pour prendre à poignée toutes ces belles pièces et se les mettre dans la poche, il fut réveillé brutalement par 3 violents coups frappés à la porte de sa chambre. C'était l'aubergiste qui venait lui dire que minuit avait sonné. « Mes amis sont prêts ?» demanda le pantin. « Plutôt, ils sont partis il y a 2 heures. »« Pourquoi donc étaient-ils si pressés ?»« Parce que le chat a reçu un message qui l'avertissait que l'aîné de ces petits chats, souffrant d'engelures aux pieds, était en danger de mort. »« Et le dîner, ils l'ont payé ?»« Qu'en pensez-vous ? Ce sont là des gens trop bien élevés pour qu'ils fassent un affront pareil à votre seigneurie. »« Dommage, cet affront m'aurait fait tellement plaisir, » dit Pinocchio en se grattant la tête. Puis il demanda « Et où ont-ils dit qu'ils m'attendraient, ces bons amis ?»« Au champ des miracles, demain matin, au lever du jour. » Pinocchio paya d'un écu d'or son dîner et celui de ses compagnons, et partit. Mais on peut dire qu'il partit à tâtons, car il régnait dehors une obscurité telle qu'on n'y voyait pas à 2 pas. Dans la campagne alentour, on n'entendait pas bruisser une feuille. Seuls quelques vilains oiseaux nocturnes, en traversant la roue d'une haie à l'autre, venaient battre des ailes sur le nez de Pinocchio, lequel, bondissant en arrière de peur, criait « Qui va là ?» Et l'écho des collines environnantes répétait au loin « Qui va là ? Qui va là ? Qui va là ?» Cependant, tandis qu'il marchait,
Il vit sur un tronc d'arbre un tout petit animal qui brillait d'une pâle lumière opaque, comme une veilleuse à l'intérieur d'une lampe de porcelaine transparente. « Qui es-tu » lui demanda Pinocchio. « Je suis l'ombre du grillon parlant, » répondit le petit animal d'une minuscule voix toute faible, qui semblait venir de l'autre monde. « Que me veux-tu » dit le pantin. « Je veux te donner un conseil. Retourne sur tes pas et apporte les 4 écus qui te sont restés à ton pauvre papa qui pleure et se désespère de ne t'avoir plus revu. Demain, mon papa sera un grand seigneur, parce que ces 4 écus sont devenus 2000. Ne te fie pas, mon garçon, à ceux qui promettent de t'enrichir en un jour. En général, ce sont des fous, des escrocs. Suis mon conseil, retourne sur tes pas. Et moi, au contraire, je veux continuer. Il est tard, je veux continuer. La nuit est sombre, je veux continuer. La route est dangereuse, je veux continuer. Souviens-toi que les enfants qui veulent n'en faire qu'à leur tête et selon leurs caprices s'en repentent tôt ou tard. Toujours les mêmes histoires. Bonne nuit, Grillon. Bonne nuit, Pinocchio, et que le ciel te sauve de la gelée et des assassins. À peine eut-il prononcé ces derniers mots, le grillon parlant disparut comme s'éteint une bougie qu'on souffle, et la route se fit plus sombre encore qu'auparavant. Et c'est la fin du chapitre 13. J'enchaîne tout de suite. Chapitre 14. Pour n'avoir pas écouté les bons conseils du grillon parlant, Pinocchio tombe sur les assassins. « Vraiment » se dit le pantin en se remettant en route. « Nous sommes bien malheureux, nous autres enfants. Tout le monde nous gronde, nous admoneste, nous donne des conseils. Si on les laissait faire, ils se prendraient tous pour nos pères ou nos maîtres, même les grillons parlants. Et voilà, parce que je n'ai pas voulu écouter ce raseur de grillons, qui sait combien de malheurs selon lui devraient m'arriver. Ne devrais-je pas même rencontrer des assassins? Heureusement que je ne crois pas aux assassins et que je n'y ai jamais cru. Selon moi, les assassins sont une invention des papas, faite pour effrayer les enfants qui veulent sortir la nuit. Et puis, même si je les rencontrais ici sur cette route, est-ce qu'ils m'impressionneraient? Jamais de la vie. Je leur foncerais dessus en criant « Messieurs les assassins, que me voulez-vous? Souvenez-vous qu'avec moi on ne plaisante pas. Poursuivez donc votre route et pas un mot. » À ce petit discours fait sans rire, ces pauvres assassins, je les vois d'ici, fileraient à la vitesse du vent. Et si jamais ils étaient assez mal élevés pour ne pas vouloir filer, c'est moi qui filerais, ce qui mettrait un terme. Mais Pinocchio ne put achever sa pensée, car à ce moment-là, il lui sembla entendre derrière lui un léger bruissement de feuilles. Il se retourna pour regarder et vit 2 silhouettes noires, enveloppées de sacs à charbon, qui couraient derrière lui en sautillant sur la pointe des pieds comme 2 fantômes. « Les voici vraiment !» se dit-il, et ne sachant où cacher ses 4 écus, il se les mit dans la bouche, ou plus exactement sous la langue. Puis il tenta de s'enfuir. Mais il n'avait pas fait le premier pas, qu'il se sentit saisir par le bras, et entendit 2 horribles voix caverneuses lui dire « La bourse ou la vie !» Pinocchio, ne pouvant répondre en paroles, à cause des pièces qu'il avait dans la bouche, se livra à 1000 grimaces et mimiques pour faire comprendre à ces 2 encapuchonnés, dont on ne voyait que les yeux dans les trous des sacs, qu'il n'était qu'un pauvre pantin et n'avait pas même un faux centime en poche. « Ça va, assez de bavardage, donne l'argent !» criaient les 2 brigands menaçants. Le pantin fit de la tête et des mains un signe qui voulait dire « Je n'en ai pas !»« Sors l'argent ou tu es mort !» dit le plus grand des assassins. « Mort !» répéta l'autre. « Et quand nous t'aurons tué, nous tuerons aussi ton père !»« Ton père !»« Non, 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 mon pauvre papa, non !» cria Pinocchio d'une voix désespérée. Mais à crier ainsi, les écus lui tintèrent dans la bouche. « Ah, vaurien, comme ça tu as caché l'argent sous ta langue, crache-le tout de suite !» Pinocchio ne cracha rien. « Ah, tu fais le sourd! Attends un peu, nous allons nous charger de te le faire cracher, nous !» En effet, l'un des 2 saisit le pantin par le bout du nez, et l'autre le prit par le menton. Là-dessus, ils commencèrent à tirer comme des brutes, l'un de ce côté-ci, l'autre de ce côté-là, pour le forcer à ouvrir la bouche. Mais il n'y eut pas moyen. La bouche du pantin semblait rivée par des clous. Alors le plus petit des assassins, sortant un couteau, essaya de lui enfoncer entre les lèvres, pour le faire servir de levier ou de scalpel. Mais Pinocchio, prompt comme l'éclair, lui happa la main, et après l'avoir coupée nette d'un seul coup de dent, la recracha. Imaginez sa stupeur quand, au lieu d'une main, il s'aperçut qu'il avait craché une patte de chat. Encouragé par cette première victoire, il se libéra de force des griffes des assassins, et sautant la haie qui longeait la route, il s'enfuit à travers la campagne. Les assassins le poursuivaient comme 2 chiens après un lièvre, et celui qui avait perdu une patte courait sur une seule jambe, sans qu'on ait jamais su comment. Après avoir couru 15 kilomètres, Pinocchio n'en pouvait plus. Alors, se voyant perdu, il grimpa sur un pin très élevé, et s'assit sur la plus haute branche. Les assassins essayèrent de grimper eux aussi, mais, arrivés à la moitié de la hauteur, ils glissèrent.
et en retombant par terre, s'écorchèrent les mains et les pieds. Ils ne s'avouèrent pas vaincus pour autant. Ramassant au pied du pain une brassée de bois sec, ils y mirent le feu. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le pain s'enflamma et flamba comme une chandelle agitée par le vent. Pinocchio, voyant les flammes monter de plus en plus, et ne voulant pas finir comme un pigeon rôti, sauta en un grand saut du haut de l'arbre, et hop, il se remit à courir à travers les vignes et les champs. Et les assassins derrière lui, toujours à courir après lui, infatigables. Le jour pointé, il se poursuivait toujours, quand tout à coup Pinocchio se trouva devant un fossé assez large et très profond, plein d'une eau sale de couleur café au lait qui lui barrait le passage. Que faire? 1, 2, 3 cria le pantin, et prenant son élan, il sauta de l'autre côté. Les assassins sautèrent eux aussi, mais comme ils n'avaient pas bien calculé, patapouf, ils tombèrent au beau milieu du fossé. Pinocchio entendit le bruit de leur plongeon, et de l'eau qui giclait, et lança en riant sans s'arrêter de courir. « Bon bain, messieurs les assassins !» Et déjà il les imaginait noyés, mais, se tournant pour regarder, il s'aperçut qu'ils couraient tous les deux derrière lui, toujours enveloppés dans leurs sacs, dégoulinant d'eau comme deux paniers défoncés. Et c'est la fin du chapitre 14, les amis. On se marque une courte pause. Je reviens vers vous dans le chat. Et du coup, Selkia qui est partie, alors je sais pas si tu viens de partir ou si tu es déjà parti depuis longtemps, dans le doute, merci d'être passé Selkia, ça fait plaisir que tu sois passé. Et à une prochaine fois, il n'y a pas de souci, t'es bon. Vous avez tous vos vies, c'est normal de ne pouvoir pas rester à tout prix à tous mes lives, etc. Il n'y a pas de souci, ne vous excusez pas de cela. Et du coup, oui, la résurrection de Jiminy à moitié, a priori Fallen Angel, parce que c'était son ombre. Donc c'est genre le fantôme de symboliquement la bonne conscience de Pinocchio. Mais en même temps, ça n'a jamais été dit que symbolique... Enfin, c'est jamais dit dans le texte, en tout cas pour le moment, que c'est sa conscience. Donc, en vrai, c'est un personnage. Et puis voilà, là, a priori, c'était son fantôme, en tout cas son ombre. Je trouve ça vachement... Enfin, perso, j'aime beaucoup l'histoire, en vrai. Et du coup, bonsoir Clean Panda, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait croisé par ici, comment vas-tu? Ouais, ça commence à faire pas mal de temps qu'on ne s'était pas vu. Hein. J'espère que tu vas bien depuis le temps. Ça fait plaisir que tu passes. J'espère que la lecture vous plaît les amis, moi vraiment elle me plaît beaucoup. C'est vrai que les chapitres sont extrêmement courts, mais je trouve que ça donne une dynamique intéressante, enfin c'est ce que je vous disais l'autre fois, ce que j'aime bien dans les contes et dans les contes merveilleux, c'est cet aspect très rythmé où il se passe non-stop des choses quoi. Là, c'est pas pour rien que chaque chapitre a un titre un peu long et qui spoil le chapitre, mais grosso modo, c'est bien la preuve qu'à chaque chapitre, il se passe quelque chose d'impactant pour l'histoire, d'impactant pour le personnage principal et tout. Et du coup, je trouve ça très très rythmé, peut-être un peu rapide, mais très rythmé. Et j'aime assez cela. Et du coup, je vais bien aussi, Clean Panda, merci beaucoup de le demander. Je crois qu'on va enchaîner assez rapidement la lecture ce soir, les amis. Tout simplement parce que, justement, vu que les chapitres sont courts, j'ai pas envie de perdre l'ambiance des chapitres pendant les pauses. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, on s'est bien rendu compte, encore une fois, avec ce chapitre d'ailleurs, à quel point, déjà, Pinocchio était une tête de mule. Parce que, encore une fois, il n'écoute pas Gemini, alors que, franchement, là, il a eu plusieurs fois pour se repentir quand même depuis. Et là, encore une fois, il ne l'écoute pas, pardon. Et en plus de ça, on voit à nouveau à quel point le roman originel est beaucoup plus trash que peut l'être le Disney. Bon, en même temps, je pense pas que dans Disney, ils vont claquer des choses comme ça, mais par exemple, le fait que Pinocchio manque de se faire buter, et il bouffe, enfin, il sectionne carrément la main d'un assassin avec sa bouche. Et du coup, il se trouve que la main de l'assassin était une patte de chat. Je pense que vous avez tous compris que les assassins, c'était le renard et le chat. J'espère que je vous ai pas spoil, mais normalement, si vous êtes, si vous suivez à peu près la lecture, vous l'avez compris. Personnellement, j'aime beaucoup l'histoire, même s'il apprend jamais de ses erreurs. Ouais, c'est clair, Fallen Angel, enfin... C'est très étrange, je trouve, mais en même temps, ça fait partie du côté mignon du personnage, même s'il est agaçant limite, à tel point il est naïf, mais bon. Et du coup, bonsoir Princess Crow, ça fait plaisir que tu nous rejoignes. Désolé Princess Crow, tu as loupé 2 chapitres.
Alors du coup, je sais pas si, si tu veux que je te raconte vite fait ce qui vient de se passer, ou si je te laisse la surprise, et puis qu'on enchaîne juste comme ça normalement. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Princess Claw. Et je tenais encore à vous remercier les amis, parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on passe des bons moments. Et la dernière fois, bah, le live sur Wokfu a vraiment été super cool. Et le live de retour, entre guillemets, le premier live sur les aventures de Pinocchio, m'a fait super plaisir. Donc voilà, vous me mettez la pêche, donc merci à vous. Pas grave, enchaîne. Ok, Princess Claw. En gros, t'as pas loupé... Enfin, t'as loupé 2 chapitres assez courts, donc t'as pas loupé grand-chose. J'aurais pas dit mignon. Bah, en fait, ouais, c'est ça le truc, c'est... Comment dire? Je pense que je dis mignon par abus de langage. Je devrais plutôt dire... Bon, après, c'est vrai que tous les gens ne trouvent pas les enfants mignons, mais je devrais plutôt dire enfantin, du coup. C'est vrai qu'il a un côté très... Ouais, tête de mule têtu comme les enfants. Et certains adultes aussi. Mais bref, ceci est un autre sujet. Et du coup, nous allons lire encore une fois 2 chapitres d'un coup, le chapitre 15 et 16. Ça va nous faire une petite dizaine de pages, donc environ ce qu'on vient de faire. Et du coup, je pense qu'on est reparti pour une grosse dizaine de minutes de lecture. Écoutez, je vais redémarrer tout de suite, hein, sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Princess Claw, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Clean Panda, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous rejoignent sur YouTube. À tout à l'heure. Chapitre 15. Les assassins poursuivent Pinocchio et l'ayant rejoint, le pendent à une branche du grand chêne. Alors le pantin, perdant courage, fut sur le point de se jeter à terre et de s'avouer vaincu. Mais en regardant autour de lui, il vit luire au loin, dans la sombre masse verte des arbres, une petite maison blanche comme neige. « Si j'avais la force d'arriver jusqu'à cette maison, je serais peut-être sauvé, » se dit-il. Et sans hésiter une minute, il se remit à courir à toute allure à travers le bois, et les assassins toujours après lui. Après une course désespérée de près de 2 heures, il arriva enfin hors d'haleine à la porte de la petite maison blanche et frappa. Personne ne répondit. Il frappa de nouveau, plus violemment, car il entendait approcher le bruit des pas de ses persécuteurs et leur respiration forte et haletante. Mais toujours le même silence. Se rendant compte que frapper ne servait à rien, il se mit en désespoir de cause à donner des coups de pied et des coups de tête dans la porte. Alors parut à la fenêtre une belle enfant aux cheveux bleus et au visage blanc comme une image de cire, les yeux fermés et les mains croisées sur la poitrine, et qui, sans remuer du tout les lèvres, dit d'une petite voix qui semblait venir de l'autre monde. « Il n'y a personne dans cette maison. Tout le monde est mort. »« Ouvre-moi, toi, du moins !» cria Pinocchio en pleurant et suppliant. « Je suis morte, moi aussi. »« Morte? Mais alors, que fais-tu à cette fenêtre ?»« J'attends le cercueil qui va m'emporter. » Sur ces mots, la petite fille disparut et la fenêtre se referma sans bruit. « Oh, belle petite fille aux cheveux bleus !» crie Pinocchio. « Ouvre-moi, pour l'amour de Dieu! Aie pitié d'un pauvre enfant poursuivi par les assassins !» Mais il ne put achever le mot, car il se sentit saisi par le cou, et les 2 horribles voix bien connues lui soufflèrent menaçantes. « Maintenant tu ne nous échapperas plus !» Le pantin, se voyant face à la mort, fut pris d'un tremblement si violent qu'on entendait cliqueter les jointures de ses jambes de bois et les 4 écus qu'il tenait toujours cachés sous sa langue. « Alors, lui demandèrent les assassins, tu vas ouvrir la porte, oui ou non? Ah, tu ne réponds pas? Laisse faire, nous te la ferons bien ouvrir cette fois. » Et sortant 2 longs coutelas affilés comme des rasoirs, zaf! Ils lui plantèrent dans les reins. Par bonheur, le pantin était fait d'un bois très dur, si bien que les lames, se brisant, volèrent en 1000 éclats, et les assassins restèrent là à se regarder, les manches de couteaux à la main. « Je sais, dit alors l'un d'eux. Il faut le pendre. Pendons-le! Pendons-le! Répéta l'autre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils lui lièrent les mains derrière le dos et, lui passant autour du cou un nœud coulant, ils le pendirent à une branche d'un gros arbre dit le grand chêne. Puis, ils s'assirent sur l'herbe, en attendant que le pantin ait cessé de bouger. Mais 3 heures plus tard, le pantin avait toujours les yeux ouverts, la bouche fermée, et gigotait plus que jamais. Enfin, lassés d'attendre, les assassins se tournèrent vers Pinocchio et lui dirent en ricanant. « Adieu et à demain! Quand nous reviendrons, on espère que tu nous feras l'amabilité d'être mort, et la bouche grande ouverte. » Et ils s'en allèrent. Cependant, un impétueux vent d'ouest s'était levé, qui, soufflant et mugissant avec rage, ballottait en tous sens le pauvre pendu, l'agitant violemment comme le battant d'une cloche qui carillonne.
et ce balancement lui causait de violentes convulsions, et le nœud coulant lui serrait de plus en plus la gorge, lui coupant la respiration. Peu à peu ses yeux se voilèrent, et bien qu'il sentît approcher la mort, il espérait toujours voir brusquement arriver quelque âme charitable qui lui porterait secours. Mais quand, après avoir attendu et attendu encore, il vit que personne n'arrivait, personne, la pensée de son pauvre papa lui revint, et il balbutia, presque mourant. « Oh, mon papa, si tu étais ici !» Le souffle lui manqua pour continuer. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, étira les jambes, et s'étant arc-bouté en une grande secousse, resta là raidi, comme par un grand froid. Et c'est la fin du chapitre 15. J'enchaîne tout de suite avec le prochain chapitre. Chapitre 16. La belle enfant aux cheveux bleus fait recueillir le pantin, le met au lit, et appelle 3 médecins pour savoir s'il est vivant ou mort. Cependant que le pauvre Pinocchio, pendu par les assassins à une branche du grand chêne, paraissait plus mort que vivant, la belle enfant aux cheveux bleus se mit de nouveau à la fenêtre, et prise de compassion à la vue de ce malheureux qui, suspendu par le cou, dansait le rigodon au bourrasque du vent d'ouest, elle frappa 3 petits coups dans ses mains. À ce signal, on entendit un grand bruit d'ailes qui volait avec une fougue impétueuse, et un énorme faucon vint se poser sur l'appui de la fenêtre. « Qu'ordonnez-vous, ma gracieuse fée ?» dit le faucon en baissant le bec en guise de révérence, car il faut savoir qu'en fin de compte, la petite fille aux cheveux bleus n'était autre qu'une bonne fée qui habitait depuis plus de 1000 ans près de cette forêt. « Vois-tu ce pantin pendu à une branche du grand chêne ?»« Je le vois. »« Eh bien, vole immédiatement là-bas, ronde ton bec puissant le nœud qui le tient suspendu, et pose-le délicatement sur l'herbe, au pied du chêne. » Le faucon s'envola et revint 2 minutes plus tard en disant « Ce que vous m'avez commandé a été fait. »« Et comment l'as-tu trouvé? Vivant ou mort ?» À le voir, on le croirait mort, mais il ne doit pas encore l'être pour de bon, car à peine ai-je défait le nœud coulant qui lui serrait la gorge, qu'il a poussé un soupir et balbutié tout bas « Maintenant je me sens mieux. » Alors la fée frappa 2 petits coups dans ses mains, et l'on vit apparaître un magnifique caniche, qui se tenait droit sur ses pattes arrière, tout comme un homme. Le caniche était habillé comme un cocher en livrée de gala. Il avait sur la tête un tricorne galonné d'or, posé sur une perruque blanche dont les boucles lui descendaient le long du cou. Il portait une veste longue couleur chocolat, avec des boutons de diamant et 2 grandes poches pour mettre les os que sa maîtresse lui donnait à déjeuner, une culotte courte en velours cramoisi, des bas de soie, des petites ballerines, et par derrière, il avait une sorte de fourreau de parapluie en satin bleu, pour y mettre sa queue quand il commençait à pleuvoir. « Sois gentil, Médor, » dit la fée au caniche. « Fais vite atteler mon plus beau carrosse et prends le chemin de la forêt. Quand tu seras arrivé au grand chêne, tu trouveras étendu dans l'herbe un pauvre gamin à moitié mort. Ramasse-le délicatement, dépose-le doucement sur les coussins de la voiture et amène-le-moi ici. Tu as bien compris ?» Le caniche, pour montrer qu'il avait compris, agita 3 ou 4 fois le fourreau de satin bleu qui abritait sa queue, et partit au galop. Peu après, on vit sortir de l'écurie un beau petit carrosse couleur ciel, tapissé de plumes de canari, et fourré à l'intérieur de fromage blanc et de biscuits. Le carrosse était tiré par 100 couples de souris blanches, et le caniche, assis sur le siège à l'avant, faisait claquer son fouet à droite et à gauche, comme un cocher qui craint d'être en retard. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé que le carrosse revint. La fée qui attendait sur le seuil de la maison prit dans ses bras le pauvre pantin, et l'ayant porté dans une petite chambre au mur de nacre, elle fit tout de suite appeler les médecins les plus célèbres des environs. Les médecins arrivèrent immédiatement. Les médecins, c'est-à-dire un corbeau, une chouette et un grillon parlant. « Messieurs, » dit la fée, s'adressant aux 3 médecins réunis autour du lit de Pinocchio, « Messieurs, je voudrais que vous me disiez si ce malheureux pantin est mort ou vivant. » À cette requête, le corbeau, s'avançant le premier, tâta le pouls de Pinocchio, puis son nez, puis son petit doigt de pied, et quand il l'eut bien palpé çà et là, il prononça solennellement les mots suivants. « À mon avis, le pantin est tout ce qu'il y a de plus mort, mais si par malheur il n'était pas mort, nous aurions la certitude qu'il est vivant. »« Je regrette, dit la chouette, de devoir contredire le corbeau, mon illustre confrère et ami. Selon moi, au contraire, le pantin est toujours vivant. Mais si par malheur il n'était pas vivant, nous tiendrions la preuve qu'il est Pardon. Je vais reprendre. Mais si par malheur il n'était pas vivant, nous tiendrions la preuve qu'il est véritablement mort. »« Et vous ne dites rien ?» demanda la fée au grillon parlant. « Moi, je dis que la meilleure chose que puisse faire un médecin prudent quand il ne sait pas quoi dire, c'est de se taire. Du reste, la physionomie de ce pantin n'est pas nouvelle pour moi. Il y a un bout de temps que je le connais. » Pinocchio, qui jusqu'alors était resté immobile comme un vrai morceau de bois,
une sorte de frémissement convulsif qui fit remuer tout le lit. Ce pantin-là, reprit le grillon parlant, est un chenapan invétéré. Pinocchio ouvrit les yeux et les referma aussitôt. C'est un polisson, un paresseux, un vagabond. Pinocchio se cacha la figure sous les draps. Ce pantin-là est un fils désobéissant qui fera mourir de chagrin son pauvre papa. On entendit alors dans la chambre un bruit étouffé de pleurs et de sanglots. Imaginez leur stupeur à tous quand, ayant un peu soulevé les draps, ils s'aperçurent que c'était Pinocchio qui pleurait et sanglotait. « Quand le mort pleure, c'est signe qu'il est en voie de guérison, » dit solennellement le corbeau. « Je regrette de contredire mon illustre confrère et ami, » fit la chouette, « mais selon moi, quand le mort pleure, c'est signe qu'il n'a pas envie de mourir. » Et c'est la fin du chapitre 16, les amis. Nous allons donc passer à une petite pause. Et je viens vous lire dans le chat. Et du coup, ouais, j'ai pensé à Dr. Cora. C'est ouf quand même que maintenant, Corbeau, ça soit forcément lié à Cora. Et du coup, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces deux chapitres, mais je crois que ce sont mes deux favoris de l'œuvre pour le moment. Le chapitre 15 et le chapitre 16 nous plongent dans des ambiances beaucoup plus cheloues. Le 16 est hyper glauque, je trouve. Genre, enfin, ouais, c'est... Déjà, Pinocchio vient de couper une patte à un chat. Déjà, c'est un peu glauque. Et là, chapitre 16, c'était hyper chelou, quoi. Avec la petite fille aux cheveux bleus qui dit qu'elle est morte et que tout le monde est mort dans cette maison depuis longtemps. Et en plus, après, on la revoit, mais au début, c'était vraiment chelou, parce que genre, il y a un tout petit segment de dialogue de 3 lignes où elle dit juste il y a personne ici, on est tous morts, je suis morte. C'était trop père, c'était trop chelou, c'était hyper sombre, mais j'ai beaucoup aimé. Et après, bah, Pinocchio qui est pendu. Ouais, le chapitre 15 était vraiment très sombre et j'avais totalement zappé ce côté-là. Je savais qu'il y avait des moments sombres, je m'en rappelais. Je me rappelais plus ou moins qu'il était pendu à un moment, ça me disait quelque chose. Par contre, la fée, je m'en rappelais pas du tout. Et là, l'ensemble fée morte, ainsi que la pendaison, ainsi que juste avant, l'ombre de Jiminy et mince, et la main coupée. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment plein de trucs hyper chelous, gore, malaise. Enfin ouais, ça met une ambiance chelou. Mais j'ai beaucoup aimé. Et pareil, j'ai beaucoup aimé, du coup, dans le chapitre 16, cette ambiance qui se prolonge un peu, mais qui va vers le merveilleux de plus en plus. C'est pour ça que j'ai dit depuis le début que c'est un conte merveilleux pour moi. Et même si j'avais oublié ce passage, bah là, on a vraiment l'illustration du merveilleux à son paroxysme, je trouve. Il y a une fée qui fait des sortes de sorts magiques, voilà, qui parle avec des animaux, qui se promènent sur 2 pattes et qui le ramènent, etc. Enfin bref, c'est vraiment, je trouve, très féerique, très conte merveilleux. Enfin oui. Et j'ai beaucoup aimé ces deux ambiances qui, a priori, semblent opposées, mais qui au final sont bien souvent mises l'une avec l'autre dans les contes de fées ou dans les contes en général. C'est vrai que par exemple, bah, c'est pour ça que j'avais commencé à lire toutes les œuvres qui avaient inspiré les Disney. C'est vrai que souvent les contes originaux qui ont inspiré les Disney sont vraiment soit très bizarres, très glauques, soit trash, soit un peu les deux, mixés avec une sorte de féerie enchanteresse, enfin ouais. C'est un genre très particulier, mais que j'aime beaucoup, le conte, justement pour ce mélange de genres, entre guillemets, ce mélange de thèmes. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé ça super classe. Donc pour le moment, j'ai lu officiellement le chapitre 15 et le chapitre 16, mes chapitres préférés de cette œuvre. Et du coup, on va enchaîner assez rapidement. Parce que j'ai déjà pas mal parlé. Je vais changer le titre du live, je sais même plus si je l'ai déjà fait en fait. Je ne l'ai pas fait, hop. Du coup, on va lire le chapitre 17 et 18.
c'est toujours sympa de lire les œuvres originales. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Princess Crow. Je trouve ça toujours hyper intéressant de voir l'adaptation et de voir aussi... Enfin, comment dire, de voir la différence entre l'original et l'adaptation. Et de voir aussi, parce que parfois, comment dire, Pinocchio c'est un bon exemple, quoique, y a le Disney qui le fixe un peu dans le réel. Mais c'est un bon exemple quand même, ou par exemple, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de Dracula ou de Frankenstein. Je trouve ça encore d'autant plus intéressant que l'œuvre originale n'est pas tant connue. Enfin, comment dire, tout le monde la connaît, mais très peu de gens l'ont lu. Et en fait, c'est devenu, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des siècles, des mythes populaires, quoi. Je veux dire, c'est des figures tellement emblématiques que tout le monde connaît. Et du coup, ça a été transformé maintes et maintes fois durant les années, durant les différentes passations, on va dire, selon que des gens aient raconté une version différente de l'histoire et ainsi de suite, et que ça se propage. Et je trouve ça hyper intéressant de découvrir la matière originale qui a amené à tout ce folklore, entre guillemets. Je trouve ça hyper intéressant, ça aide à comprendre justement où est-ce que ça va, ça aide à comprendre les changements qui ont été apportés, pourquoi ils ont été apportés, par qui ils ont été apportés, dans quel but, entre guillemets, dans quel public. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des tas de choses hyper intéressantes. Ça nous permet aussi de comprendre, entre guillemets, l'époque dans laquelle ça a été écrite et la mentalité des gens de l'époque, même s'il faut pas prendre ça comme argent de comptant. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que on a lu une œuvre du XIIIe siècle qu'on sait comment on vivait au XIIIe siècle ou comment on pensait. Mais je veux dire, ça donne divers éclairages et ça permet de se faire tout simplement une psyché plus ouverte, je trouve, plus grande et plus à même de comprendre tout type de profil. Et je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose que j'ai déjà dit en live, je crois, mais je suis vachement d'accord avec ce qu'avait dit Frédéric Becbédé dans une interview. À un moment, on lui avait demandé à quoi ça servait la littérature, si je dis pas de bêtises. Et il avait répondu, alors si je dis pas de conneries, c'est Raymond Queneau qui a écrit La vie, mode d'emploi. Et en gros, Becbédé avait repris ça pour dire que oui, c'était vraiment, pour lui, la littérature c'était un mode d'emploi et qu'il y a des choses qu'on apprend dans les livres qu'on ne peut pas apprendre ailleurs. Alors je sais que c'est un message qui va très loin et voilà. Mais grosso modo, ce qu'il faut entendre par là, je trouve, c'est que la littérature, ça permet en un temps minime, déjà de faire des voyages. Alors ça, c'est un argument qui est souvent donné. Mais je pense qu'il faut pas prendre l'expression faire des voyages juste au sens voir des paysages qu'on connaît pas et ainsi de suite. Mais plus, presque un voyage astral, genre dans le sens où en fait on peut voyager de personne en personne et en un très court laps de temps se mettre dans la psyché et se mettre en place de soit le narrateur, soit un personnage d'un bouquin, soit plusieurs personnages d'un bouquin. Et dans des situations où on n'a jamais été, où on sera peut-être jamais. Et du coup, ça nous forme et ça nous aide, je trouve, à avoir comme ça tout un kaléidoscope de points de vue. Et du coup, ouais, à être plus ouvert et à pouvoir plus facilement appréhender la manière de penser des autres personnes dans la vraie vie. Je sais pas si j'ai été très clair, mais je trouve que s'il y a un pouvoir magistral, entre guillemets, à la littérature, je trouve que c'est celui-ci. Et plus que de divertir ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, à mon goût, c'est juste mon avis, mais enfin ouais, je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, Mec BD, bon, il a un peu cette réputation sulfureuse, etc. Mais par exemple, en exemple, il disait comment on fait pour savoir comment tromper sa femme si on n'a jamais lu si on n'a jamais lu un roman qui nous le disait, quoi. Enfin bon. Je ne dis pas forcément de copier cet exemple, mais c'est vrai que voilà, ça nous permet de vivre des situations qu'on vivrait jamais. Et si on s'immerge et si on se met assez dans l'histoire, bah, je trouve que ça peut vachement nous faire grandir. Assez d'accord avec toi de petits points. Princess Crow. Alors Princess Crow, t'es toute sage ce soir, t'es toute calme.
Ça fait plusieurs messages que t'envoies avec des 2 petits points à la fin, on dirait que t'es toute triste. Et du coup, on va lire le chapitre 17 et 18 assez vite dorénavant. Au final, j'ai fait durer un peu la pause en parlant, désolé. On va être parti pour une phase de lecture un tout petit peu plus importante, 14 pages. Donc je pense que je reviens vers vous dans 15-20 minutes, grosso modo. C'est bien, j'aime bien que les chapitres s'allongent un peu, j'aime bien avoir un peu plus de matière. Et du coup, on va poursuivre cette histoire assez hallucinante qui est en train d'arriver à Pinocchio, puisqu'il est aux portes de la mort et vraisemblablement il en est revenu. On va voir ça tout de suite. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Princess Claw, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, Clean Panda si tu es encore là. Bonne écoute à tous ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure. Chapitre 17. Pinocchio mange du sucre mais ne veut pas se purger. Cependant, quand il voit les croque-morts qui viennent le chercher, il se purge. Puis, il fait un mensonge et son nez grandit, en punition. Dès que les 3 médecins furent sortis de la chambre, la fée s'approcha de Pinocchio et, touchant son front, elle se rendit compte qu'il avait une fièvre à n'y pas croire. Elle mit alors à fondre une espèce de petite poudre blanche dans un demi-verre d'eau et le tendit au pantin en lui disant tendrement « Bois cela, et tu seras guéri en quelques jours. » Pinocchio regarda le verre, fit un peu la grimace et demanda d'une voix pleurnicharde « C'est doux ou c'est amer ?»« C'est amer, mais ça te fera du bien. »« Si c'est amer, je n'en veux pas. »« Suis mon conseil, bois. »« Mais je n'aime pas ce qui est amer, moi. »« Bois, et quand tu auras bu, je te donnerai une boulette de sucre pour t'adoucir la bouche. »« Où est la boulette de sucre ?»« La voici, » dit la fée en la sortant d'un sucrier. « Je veux d'abord la boulette de sucre, après je boirai cette dégueulasserie. Tu me le promets ? » « Oui. » La fée lui donna le sucre, et Pinocchio, après l'avoir croqué et avalé en un clin d'œil, dit en se léchant les babines « Comme ce serait bien si le sucre aussi était un remède. Je me purgerais tous les jours. Maintenant, tiens ta promesse, et bois ces quelques gorgées d'eau qui te rendront la santé. » Pinocchio prit de mauvaise grâce le verre en main, et y fourra le bout de son nez. Puis il l'approcha de sa bouche, puis il recommença à y fourrer le bout du nez. Enfin il dit « C'est trop amer, je ne peux pas le boire. » « Comment peux-tu dire ça, alors que tu ne l'as même pas goûté ? » ?»« Je l'imagine bien, je l'ai senti à l'odeur, je veux d'abord un autre morceau de sucre, et puis je boirai. » Alors la fée, avec toute la patience d'une mère aimante, lui déposa dans la bouche un autre bout de sucre, puis elle lui présenta le verre à nouveau. « Je ne peux pas boire ça, » dit le pantin en faisant mille grimaces. « Pourquoi ? » ?»« Parce que ce coussin me gêne, ce coussin-là que j'ai sur les pieds. » La fée enleva le coussin. « C'est inutile, comme ça non plus je ne peux pas boire. »« Qu'est-ce qui te gêne encore ? » La porte de la chambre, qui est à moitié ouverte. » La fée alla fermer la porte de la chambre. « Tout compte fait, » cria Pinocchio en éclatant en sanglots. « Cette dégueulasserie, je ne veux pas la boire, non, non et non. »« Mon enfant, tu le regretteras. »« Je m'en moque. Tu es gravement malade. »« Je m'en moque. La fièvre t'emportera d'ici quelques heures. »« Je m'en moque. »« Tu n'as pas peur de la mort ? » ?»« Pas du tout. Plutôt mourir que boire ce mauvais médicament. » À cet instant même, la porte de la chambre s'ouvrit toute grande, et dans la chambre entrèrent 4 lapins noirs comme l'encre, qui portaient sur leurs épaules un petit cercueil. « Que me voulez-vous » cria Pinocchio en se dressant sur son lit, dans un sursaut d'épouvante. « Nous venons te chercher, » dit le plus gros des lapins. « Me chercher ? Mais je ne suis pas encore mort ?»« Non, pas encore, mais il ne te reste que quelques minutes à vivre, puisque tu as refusé de prendre le médicament qui t'aurait guéri de la fièvre. »« Oh ma fée, se mit alors à crier le pantin. « Donnez-moi tout de suite ce verre. Dépêchez-vous, je vous en supplie. Je ne veux pas mourir, non, je ne veux pas mourir. » Et prenant le verre des 2 mains, il le vida d'un trait. « Tant pis, dirent les lapins. Pour cette fois, nous nous sommes dérangés pour rien. » Et remettant le petit cercueil sur leurs épaules, ils sortirent de la chambre en maugréant et grommelant entre leurs dents. Le fait est que, quelques minutes plus tard, Pinocchio sauta du lit, parfaitement guéri. Il faut savoir que les pantins de bois ont le privilège de tomber rarement malades et de guérir très rapidement. Et la fée, en le voyant courir et folâtrer dans la chambre, alerte et gaie comme un jeune coq, lui dit « Mon médicament t'a donc vraiment fait du bien ? » ?»« Du bien ? Il m'a ressuscité. »« Et alors, comment se fait-il que tu te sois tant fait prier pour le boire ? » ?»« C'est que nous, les enfants, nous sommes tous ainsi. Nous avons plus peur des médicaments que du mal. » « Quelle honte !
Les enfants devraient savoir qu'un bon médicament pris à temps peut les sauver d'une grave maladie, et même parfois de la mort. Oh, mais la prochaine fois, je ne me ferai pas t'en prier. Je me souviendrai de ces lapins noirs avec le cercueil sur les épaules. Et alors, je prendrai tout de suite le verre et hop! Maintenant, viens un peu ici près de moi et raconte-moi comment il s'est fait que tu sois tombé entre les mains des assassins. Eh bien voilà, le marionnettiste Manchefeu m'a donné quelques pièces d'or et m'a dit « Va porter-les à ton papa ». Mais moi, en chemin, j'ai rencontré un renard et un chat, deux personnes très bien, qui m'ont dit « Tu veux que ces quelques pièces deviennent 1000, 2000 écus? Viens avec nous, et nous te conduirons au champ des miracles. » Et j'ai dit « Allons-y ». Et ils ont dit « Arrêtons-nous ici à l'auberge de l'écrevisse rouge, après minuit nous repartirons. » Et quand moi je me suis réveillé, eux n'y étaient plus, parce qu'ils étaient partis. Alors, je me suis mis à marcher dans la nuit, qui était d'une obscurité à n'y pas croire. Voilà pourquoi j'ai trouvé sur la route 2 assassins dans 2 sacs à charbon qui m'ont dit « Sors ton argent !» Et j'ai dit « Je n'en ai pas !» Parce que les 4 pièces d'or, je les avais cachées dans ma bouche. Et un des assassins a essayé de mettre la main dans ma bouche, et je lui ai coupé la main d'un coup de dent, et puis je l'ai craché. Mais au lieu d'une main, c'était une patte de chat. Et les assassins m'ont poursuivi, et on a couru, et finalement ils m'ont attrapé, et m'ont attaché par le cou à un arbre de cette forêt en disant « Nous reviendrons demain, et tu seras mort, ta bouche sera ouverte, et nous pourrons ainsi t'enlever les pièces d'or que tu as cachées sous ta langue. » Et où as-tu mis ces 4 pièces maintenant? Demanda la fée. Je les ai perdues, répondit Pinocchio. Mais c'était un mensonge, car en réalité, il les avait dans sa poche. À peine eut-il fait ce mensonge que son nez, qui était déjà long, s'allongea encore de 2 doigts. Et où les as-tu perdus? Dans la forêt à côté d'ici. À ce second mensonge, son nez grandit encore plus. Si tu les as perdus là-bas, dit la fée, nous les chercherons et nous les trouverons, car tout ce qu'on y perd se retrouve toujours. Ah, maintenant que je me rappelle bien, répliqua le pantin, s'embrouillant, je ne les ai pas perdus, ces 4 pièces, je les ai avalées, sans m'en apercevoir, en buvant votre médicament. À ce troisième mensonge, son nez s'allongea de façon si extraordinaire que le pauvre Pinocchio ne pouvait plus se tourner de quelque côté que ce fût. S'il se tournait d'un côté, son nez tapait contre le lit ou les vitres de la fenêtre. S'il se tournait de l'autre, il tapait contre les murs ou la porte de la chambre. S'il levait un peu la tête, il risquait bien de le planter dans un œil de la fée. La fée le regardait et riait. « Pourquoi riez-vous » lui demanda le pantin tout confus et soucieux à cause de ce nez qui grandissait à vue d'œil. « Je ris des mensonges que tu fais. » Comment savez-vous que ce sont des mensonges? On reconnaît tout de suite les mensonges, mon enfant, parce qu'il y en a de 2 sortes. Il y a les mensonges qui ont les jambes courtes, et les mensonges qui ont le nez long. Les tiens, justement, sont de ceux qui ont le nez long. Pinocchio, ne sachant plus où se mettre, de honte, tenta de s'enfuir de la chambre, mais il n'y réussit pas. Son nez était devenu si long qu'il ne passait plus par la porte. Et c'est la fin du chapitre 17. J'enchaîne tout de suite. Chapitre 18. Pinocchio retrouve le renard et le chat et va avec eux semer les 4 pièces d'or dans le champ des miracles. Comme vous l'imaginez, la fée laissa le pantin pleurer et hurler pendant une bonne demi-heure à cause de ce nez qui ne passait plus par la porte de la chambre. Elle le fit pour lui donner une sévère leçon, afin qu'il se corrige du vilain défaut de dire des mensonges, le pire défaut que puisse avoir un enfant. Mais quand elle le vit quasiment défiguré et les yeux hors de la tête de désespoir, émue de pitié, elle frappa dans ses mains et, à ce signal, on vit entrer par la fenêtre de la chambre un millier de ces gros oiseaux appelés pivers, lesquels, s'étant tous posés sur le nez de Pinocchio, se mirent à le becqueter tant et si bien qu'en quelques minutes cet énorme nez disproportionné se trouva rendu à sa dimension naturelle. « Que vous êtes bonne, ma chère fée !» dit le pantin en s'essuyant les yeux, « et que je vous aime !»« Moi aussi, je t'aime beaucoup, » répondit la fée. « Et si tu veux rester avec moi, tu seras mon petit frère, et moi je serai ta gentille petite sœur. »« Je voudrais bien rester, mais mon pauvre papa... » « J'ai pensé à tout. Ton papa a déjà été averti. Il sera là avant la tombée de la nuit. »« Vraiment ?» s'écria Pinocchio en sautant de joie. « Alors, ma petite fée, si vous me le permettez, je voudrais aller à sa rencontre. Il me tarde tant de l'embrasser, ce pauvre vieux papa qui a tellement souffert pour moi. »« Vas-y donc, mais fais attention de ne pas te perdre. Prends le chemin de la forêt, tu le rencontreras à coup sûr. » Pinocchio partit, et à peine entré dans la forêt, il se mit à courir comme un chevreuil. Mais quand il fut parvenu à un certain point, presque en face du grand chêne, il s'arrêta, car il lui sembla avoir entendu des gens remuer au milieu des fourrés. En effet, il vit apparaître sur la route, devinez qui? Le renard et le chat, autrement dit ses 2 compagnons de voyage, avec lesquels il avait dîné à l'auberge de l'écrevisse rouge. « Mais voici notre cher Pinocchio !» s'écria le renard en se jetant à son cou pour l'embrasser. « Comment se fait-il que tu sois ici ?»« Comment se fait-il que tu sois ici ?» répéta le chat. « C'est une longue histoire, répondit le pantin. Je vous la raconterai plus tard.
Mais sachez tout de même que l'autre nuit, quand vous m'avez laissé seul à l'auberge, j'ai rencontré sur mon chemin des assassins. Des assassins? Oh, mon pauvre ami, et que voulaient-ils? Ils voulaient me voler mes pièces d'or. Les infâmes, dit le renard. Les infâmes infâmes, répéta le chat. Je me mis à fuir, continua le pantin, mais eux me poursuivaient. Ils me rejoignirent et me pendirent alors à une branche de ce chêne. Et Pinocchio désigna le grand chêne qui se trouvait là à 2 pas. Que pourrait-on entendre de pire? Dit le renard. Dans quel monde sommes-nous condamnés à vivre? Où trouverons-nous un asile sûr, nous autres honnêtes gens? Pendant qu'il parlait ainsi, Pinocchio s'aperçut que le chat boitait de la jambe droite du devant, car il lui manquait en fait toute la patte avec ses griffes. Aussi, il lui demanda « Qu'as-tu fait de ta patte ?» Le chat voulut répondre quelque chose, mais il s'embrouilla. Alors le renard, volant à son secours, « Mon ami est trop modeste, voilà pourquoi il ne répond pas. Je répondrai donc pour lui. Eh bien, il y a 1 heure, nous avons rencontré sur la route un vieux loup, presque mort de faim, qui nous a demandé l'aumône. Comme nous n'avions pas même une arête de poisson à lui donner, qu'a fait mon ami, qui a vraiment une âme de César? Il s'est coupé de ses propres dents sa patte droite de devant, et l'a jetée à ce pauvre animal pour qu'il puisse apaiser sa faim. » Et en parlant ainsi, le renard essuya une larme. Pinocchio, fort ému lui aussi, s'approcha du chat et lui murmura à l'oreille. « Si tous les chats te ressemblaient, comme les souris seraient heureuses. »« Et que fais-tu maintenant en ces lieux ?» demanda le renard au pantin. « J'attends mon père, qui doit arriver ici d'un moment à l'autre. »« Et tes pièces d'or ?»« Je les ai toujours, moins celles que j'ai données à l'auberge de l'Écrevisse Rouge. »« Ah, pensez qu'au lieu de 4 écus, tu pourrais en avoir demain 1000 et 2000. Pourquoi ne suis-tu pas mon conseil? Pourquoi ne vas-tu pas les semer au champ des miracles? » « Aujourd'hui c'est impossible, j'irai un autre jour. »« Un autre jour? Ce sera trop tard, dit le renard. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que ce champ a été acheté par un grand seigneur, et que dès demain, il ne sera plus permis à quiconque d'y semer de l'argent. »« À quelle distance d'ici se trouve le champ des miracles ? » 2 kilomètres à peine. Tu veux venir avec nous? Dans une demi-heure on tu y es. Pardon, tu veux venir avec nous? Dans une demi-heure tu y es. Tu sèmes tout de suite tes 4 pièces, quelques minutes plus tard tu en recueilles 2000, et ce soir tu reviens les poches pleines. Tu veux venir avec nous? Pinocchio hésita un peu à répondre, car la bonne fée, le vieux Geppetto et les avertissements du grillon parlant lui revinrent à l'esprit. Mais finalement, il fit ce que font tous les enfants qui n'ont pas de cœur, ni un brin de jugeote, c'est-à-dire qu'il haussa les épaules, et déclara au renard et au chat « Allons-y, je viens avec vous. » Et ils partirent. Après avoir marché une demi-journée, ils arrivèrent à une ville qui s'appelait Attrape-Nigo. À peine entré dans la ville, Pinocchio vit toutes les rues peuplées de chiens pelés qui bâillaient de faim, de brebis tondues qui tremblaient de froid, de poules sans crête et sans caroncule qui demandaient l'aumône d'un grain de maïs, de gros papillons qui ne pouvaient plus voler parce qu'ils avaient vendu leurs merveilleuses ailes colorées, de paons sans queue qui avaient honte de se montrer, de faisans qui trottinaient lentement, lentement, pleurant leur scintillant plumage d'or et d'argent à jamais perdu. Au milieu de cette foule de mendiants et de pauvres honteux passaient de temps à autre des voitures élégantes avec à l'intérieur quelques renards ou quelques pies voleuses, ou quelques oiseaux de proie. « Et le champ des miracles, où est-il » demanda Pinocchio. « À 2 pas d'ici. » En effet, ils traversèrent la ville, et, quand ils furent hors des murs, ils s'arrêtèrent dans un champ solitaire qui ressemblait en tout point à tous les autres champs. « Nous voici arrivés, » dit le renard au pantin. « Maintenant, baisse-toi, creuse avec tes mains un petit trou dans le champ, et mets-y tes pièces d'or. » Pinocchio obéit. Il creusa le trou, y déposa les 4 écus d'or qui lui restaient, et recouvrit le trou avec un peu de terre. « Et maintenant, » dit le renard, « va à ce canal qui est là, prends un seau d'eau et arrose la terre à l'endroit où tu as semé. » Pinocchio alla au canal, et comme il n'avait pas de seau sous la main, il enleva une de ses savates et, la remplissant d'eau, il arrosa la terre qui recouvrait le trou. Puis il demanda « Il n'y a rien d'autre à faire ?»« Rien d'autre, » répondit le renard. « Nous pouvons nous en aller maintenant. Toi, reviens ici dans une 20aine de minutes, et tu trouveras l'arbrisseau déjà sorti du sol avec ses rameaux chargés de pièces d'or. » Le pauvre pantin, fou de joie, remercia 1000 fois le renard et le chat, et leur promit un magnifique cadeau. « Nous ne voulons pas de cadeau, » répondirent ces 2 pestes. « Il nous suffit de t'avoir appris comment t'enrichir sans trop de fatigue, et nous sommes heureux comme des rois. » Cela dit, ils saluèrent Pinocchio, et lui souhaitant une bonne récolte, ils s'en allèrent à leur affaire. Et c'est la fin du chapitre 18, les amis. Nous marquons une pause, très certainement la dernière de ce soir. J'espère que vous vous portez bien, les amis, que l'histoire continue à vous plaire.
Moi personnellement je la surkiffe en vrai. Je la trouve vraiment super sympa. Bah, c'est logique parce que c'est un conte, mais ça me rappelle un peu la lecture de Alice au Pays des Merveilles finalement. Où il y a tout un... Et Peter Pan un petit peu aussi. Dans le sens où il y a tout un... Comment dire? Bah, comme dans quasiment tous les contes j'ai envie de dire. Mais il y a vraiment tout un pan de l'histoire qui est finalement de la philosophie sur ce que c'est que d'être un enfant. Et ce que c'est que d'être un adulte, entre guillemets. Et je trouve ça hyper intéressant la manière dont c'est apporté, avec tous les éléments fantastiques, etc. Enfin ouais, ça qui est marrant, c'est que ça parle, enfin je trouve en tout cas que ça parle de sujets hyper sérieux, mais avec des choses hyper folkloriques quoi. Il se passe toujours des choses hyper bizarres, avec des personnages hauts en couleur, différents les uns des autres. Par contre, Pinocchio continue de se faire arnaquer de bout en bout. C'est quand même assez incroyable. C'est presque trop. Mais en même temps, je trouve que ça va tellement bien au personnage. Mais ouais, c'est dingue. Plus calme ces chapitres, nous dit Princess Crow. Ouais, c'est vrai que là c'était plus calme. Après, c'est sûr qu'avec les chapitres qu'on a eu juste avant, c'était difficile de garder cette telle tension. Oui, l'histoire est bonne, mais je lui botterai le cul. Ouais, c'est clair que là, il est... Enfin, je trouve plus aussi insupportable qu'au début. Parce qu'au début, il était vraiment... Je trouve qu'il était vraiment cruel et méchant. Parce qu'il avait vraiment ce délire d'insulter les gens qui lui voulaient de l'aide, enfin, qui voulaient lui donner de l'aide parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Aujourd'hui, dans les chapitres qu'on a eu aujourd'hui, il continue à avoir des décisions complètement folles. Et il continue comment dire, à contredire ceux qui veulent lui donner des conseils, mais plus en se prenant lui, comment dire, en se prenant lui comme sujet de ses phrases. Donc il va pas dire, il va pas insulter l'autre ou quoi, il va juste dire piquer sa crise et faire son têtu et dire bah non j'aime pas, non je veux pas, comme un enfant. Mais ouais, je trouve ça rigolo. Il a besoin de se mettre un peu de plomb dans sa tête de bois. Ouais, bah c'est exactement ça. En plus, ils y font allusion plusieurs fois dans le texte. Princess Claw, dans les contes pour enfants d'autrefois, les histoires étaient tellement crues. Mais ouais, clairement. Et je trouve que c'est important. Enfin, après ça, pareil, c'est sujet à discussion et il y a plein de gens qui sont pas d'accord là-dessus. Moi, je trouve que c'est super bien. Enfin, super bien. Dans les limites, hein, on va pas balancer des... Je sais pas moi. Je connais pas de trucs hyper gore. Ah bah si, voilà. On va pas faire lire à des enfants le Marquis de Sade. Mais, par exemple, les contes, le fait qu'il y ait un peu de choses glauques, un peu de choses sombres, je trouve ça très très important pour la psychologie d'un enfant, entre guillemets. Alors après, j'ai pas d'enfant moi-même, attention, voilà, mais... Et j'ai pas fait des études là-dedans ou quoi que ce soit. Mais moi je trouve ça hyper intéressant et hyper important parce que bah, je pense que ça aide à mieux appréhender le fait que la vie c'est pas tout rose et que des fois il y a des déboires et qu'il faut savoir les gérer. Je préfère pas dire que tout est tout gai, tout rose. Je pense que ça fait espérer des fausses choses aux gens et j'aime pas beaucoup ça. Enfin en tout cas c'est mon avis. Après c'est sûr que là-dessus il y a plein de débats. D'ailleurs quand j'étais en fac de lettres modernes, on avait étudié ça une fois. Alors je sais plus qui avait ces thèses, mais c'était deux personnes assez connues. Je me demande si c'était pas Voltaire et Rousseau qui étaient opposés sur ce sujet. Par contre, je saurais plus vous le dire lequel des deux était pour quelle partie. Mais grosso modo, il y en avait un qui disait que les contes, c'était pour les enfants et uniquement pour les enfants. Et il y avait l'autre qui disait les contes, il faut les interdire aux enfants. Et après, je crois qu'il y avait aussi le parti de les contes, c'est pour les enfants, pour les adultes, etc. Il me semble qu'il y avait ça. Enfin bon bref. Et comme quoi c'est des débats qui ont vraiment fait rage entre guillemets parce que là je rigole pas. Il y avait vraiment des plaidoyers entre guillemets où les gens étaient assez... Enfin voilà, Voltaire et Rousseau c'était deux grands philosophes reconnus on va dire. Et ils avaient des... Si je me souviens bien, ils avaient tous les deux et d'autres encore des débats assez houleux sur le sujet où ils écrivaient des textes donc du coup pas du tout de fiction mais vraiment des textes d'études sur le genre du conte, etc. Oui, ils balançaient ça dans les journaux ou bien dans leurs œuvres comment dire, particulières.
Et où il balançait des textes en mode ouais bah moi je pense que les contes c'est pas pour les enfants parce que ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Moi je pense que les contes c'est pour les enfants parce que ceci, cela, ceci, cela. Moi je pense qu'il faut pas raconter de contes. Il y avait aussi des trucs par exemple de pas raconter de contes aux enfants, même pas pour ce qui est trash, gore, etc. Mais juste parce que le côté folklorique, merveilleux, fantastique était tellement absurde et tellement délirant que certaines personnes disaient bah il faut pas faire lire ça aux enfants, les enfants vont vriller entre guillemets, vont devenir totalement fous. Faut pas s'étonner après qu'on ait des jeunes totalement ouais fougueux entre guillemets. Si on leur apprend, si on leur lit ce genre de lecture lors de leur jeunesse, voilà, il y a eu énormément de débats sur ce genre de sujet quoi. Et je les trouve hyper intéressants ces sujets. Moi perso, comme je le disais à l'instant, je serais plutôt du parti de, dans une certaine limite, bien entendu, pas cacher des choses aux enfants. Et si c'est bien tourné, si c'est bien foutu, il y a toujours moyen de mettre des choses sombres, glauques, voire trash, mais que ce soit pas choquant et traumatisant pour les enfants, et que ça ait une vraie vertu pédagogique entre guillemets. C'est vrai, et ça devait en mettre plus d'un en garde, enfin j'espère. Je sais pas vraiment pour le coup à quelle fin ont été écrits les contes. Ça serait intéressant, parce que par exemple je savais pour... Enfin voilà, comme je vous disais, je crois que c'est Rousseau et Voltaire, et j'en avais vu un autre aussi, mais je sais plus qui. Mais c'est vrai que ça serait intéressant pour le coup d'avoir l'avis de vraiment conteur entre guillemets, ou auteur de contes sur le sujet. Je trouve que ça serait vachement intéressant. Par exemple, avoir l'avis des frères Grimm, avoir l'avis d'Andersen, avoir l'avis de Charles Perrault, etc. Je trouve que ça serait super intéressant. Justement, en le disant, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais lu l'avis de Charles Perrault. Et je me demande si c'était pas lui qui était assez véhément. Je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas le dire, mais... ouais. Il y a sûrement des textes à aller découvrir de ces auteurs qui peuvent être bien intéressants sur le sujet. Sur ce, les amis, on arrive à 1h18, donc moins l'intro, on arrive à 1h12 grosso modo de live. Le live sera plus court que la dernière fois, vous aurez remarqué. La dernière fois, on avait fait 2 heures. Là, il nous reste que 2 chapitres à lire et on aura terminé. En plus, les 2 chapitres sont courts et le total ne fait que 8 pages. Pardon, le total ne fait que 8 pages. Donc on est bientôt arrivé à la fin de ce live. Ce soir, ce sera un live relativement court finalement. Moins d'1h30, je pense. Après, voilà, comme je le dis souvent, c'est pas la taille du live qui va faire que le live est bon ou non. Donc je préfère le partager de manière équitable et logique. Avoir des unités de sens logiques. Quitte à ce qu'il soit trop court ou trop long. Mais voilà. Et du coup... bon retour Selkia, ça fait plaisir que tu reviennes encore une fois ce soir. Fallen Angel, bon si on jase d'éducation, je suis plus du même point de vue que toi Planétéo. Cacher, maquiller la vérité chez les jeunes, ça donne juste que la réalité est plus difficile à gérer grand selon moi. Ouais bah c'est un peu ce que je pense aussi ouais. Et du coup, on va enchaîner avec le chapitre 19 et 20, je vais mettre à jour le titre du live. Hop. Et du coup, Selkia, t'as loupé de ces choses. Si ça t'intéresse vraiment, d'ailleurs, n'hésite pas à passer voir la chaîne YouTube où il y a toutes les rediffusions. Elle est là, elle est là, elle est là. Et je mettrai la rediffusion de ce soir dans 2 jours. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on est samedi. Donc du coup, lundi, je mettrai la rediffusion du live de ce soir. Et du coup, Selkia, t'as loupé beaucoup de choses, dont notamment des débats qui nous ont été apportés par des chapitres un peu étranges, un peu particuliers, puisqu'il y a eu des chapitres très très sombres ce soir. Il y a eu des chapitres où, par exemple, Pinocchio a été pendu, où Pinocchio a mangé une main quasiment, où Pinocchio a rencontré une fille lui disant que elle était morte et que toute la famille d'une maison était morte, et ça faisait genre apparition fantomatique un peu choquante, chelou.
Enfin voilà, il y a eu des choses intéressantes. Et du coup, on passe sur les chapitres 19 et 20, les derniers de ce soir, les amis. Je vous reviens, je pense, dans une dizaine de minutes pour l'outro du live. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Selkia, bonne écoute Princess Crow, bonne écoute Clean Panda. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. Chapitre 19. On vole à Pinocchio ses pièces d'or et, en punition, il écope de 4 mois de prison. De retour en ville, Pinocchio commença à compter les minutes une à une, et quand il lui sembla que l'heure en était venue, il reprit immédiatement le chemin qui menait au champ des miracles. Tandis qu'il marchait rapidement, son cœur battait fort et faisait tic-tac, comme une horloge quand elle se dépêche vraiment. Et il pensait en lui-même « Et si au lieu de 1000 pièces, j'en trouvais 2000 sur les branches de l'arbre? Et si au lieu de 2000, j'en trouvais 5000? Et si au lieu de 5000, j'en trouvais 100 000? Oh, quel grand monsieur je deviendrais alors! J'aurais un beau palais, 1000 petits chevaux de bois et 1000 écuries pour pouvoir m'amuser. Une cave de sirop et de liqueur et une bibliothèque toute pleine de fruits confits, de tartes, de brioches, de nougats et de gaufres à la crème. » Tout en rêvant ainsi, il arriva près du champ et s'arrêta pour regarder si par hasard il n'apercevait pas un arbre aux branches chargées de pièces d'or. Mais il ne vit rien. Il fit 100 pas encore. Rien. Il entra dans le champ, alla exactement à ce petit trou où il avait enterré ses écus. Rien. Alors il devint pensif, et oubliant les règles de la politesse et du savoir-vivre, il sortit une main de sa poche et se gratta longuement la tête. À cet instant même, il entendit résonner à ses oreilles un grand rire, et relevant la tête, il vit sur un arbre un gros perroquet qui s'épouillait les quelques plumes qui lui restaient. « Pourquoi ris-tu » lui demanda Pinocchio d'une voix irritée. « Je ris parce qu'en m'épouillant, je me suis fait des chatouilles sous les ailes. » Le pantin ne répondit pas. Il alla au canal, et remplissant d'eau encore une fois sa savate, il s'en fut arroser de nouveau la terre qui recouvrait les pièces d'or. Mais voici qu'un autre éclat de rire, encore plus impertinent que le premier, se fit entendre dans la solitude silencieuse du champ. « Enfin !» cria Pinocchio en colère. « Peut-on savoir de quoi tu ris, perroquet mal élevé ?»« Je ris de ces nigauds qui croient avoir... » Pardon. « Je ris de ces nigauds qui croient à toutes les sottises qu'on leur raconte et qui se laissent attraper par plus malin qu'eux. »« Tu parles pour moi, peut-être ?»« Oui, je parle pour toi, pauvre Pinocchio. De toi qui est assez bené pour croire que l'argent peut se semer et se récolter dans les champs, comme les haricots et les courges. Moi aussi je l'ai cru autrefois, et aujourd'hui j'en subis les conséquences. Aujourd'hui, mais il est trop tard, je suis convaincu que pour ramasser honnêtement un peu d'argent, il faut savoir le gagner, soit par le travail de ses propres mains, soit par l'ingéniosité de son propre cerveau. »« Je ne comprends pas, » dit le pantin qui commençait déjà à trembler de peur. « Eh bien, je vais mieux m'expliquer, » répliqua le perroquet. « Sache donc que pendant que tu étais en ville, le renard et le chat sont revenus dans ce champ. Ils ont pris les pièces d'or que tu y avais enterrées et se sont enfuis comme le vent. Et maintenant, bien malin qui les rattrapera. » Pinocchio resta bouche bée, et ne voulant pas croire à ce qu'avait dit le perroquet, il se mit à creuser de ses mains et de ses ongles le coin de terre qu'il avait arrosé. À force de creuser et de creuser et de creuser, il fit un trou si profond qu'une meule toute droite y serait rentrée. Mais les écus n'étaient plus là. Alors, pris de désespoir, il retourna à la ville en courant et alla tout droit au tribunal pour dénoncer au juge les 2 escrocs qu'il avait volés. Le juge était un gros singe de la race des gorilles, un vieux singe respectable par son grand âge, sa barbe blanche et tout spécialement ses lunettes d'or sans verre, qu'il était obligé de porter continuellement, à cause d'une fluxion d'yeux dont il souffrit depuis de nombreuses années. En présence du juge, Pinocchio raconta par le menu l'inique tromperie dont il avait été victime. Il donna le nom, le prénom et le signalement des malfaiteurs, et pour finir demanda justice. Le juge l'écouta avec beaucoup de bienveillance. Il prit grand intérêt au récit. S'attendrit, s'émut, et quand le pantin n'eut plus rien à dire, il allongea la main, prit la petite clochette posée sur sa table et sonna. Aussitôt apparurent 2 gros chiens habillés en gendarmes. Alors le juge, désignant Pinocchio aux gendarmes, leur dit « On a volé 4 écus d'or à ce pauvre diable. Saisissez-le donc et conduisez-le tout de suite en prison. » En entendant cette sentence imprévisible lui tomber dessus, le pantin resta bouche bée. Il voulut protester, mais les gendarmes, pour éviter des pertes de temps inutiles, lui fermèrent la bouche et le conduisirent au cachot. Et il dut rester là 4 mois, 4 longs mois, et il y serait resté plus longtemps encore sans un heureux hasard. Il faut savoir en effet que le jeune empereur qui régnait sur la ville d'Atrapnigo venait de remporter une grande victoire sur ses ennemis.
Aussi ordonna-t-il de grandes fêtes publiques avec illumination, feux d'artifice, courses de chevaux et de vélocipèdes. Et, en signe particulier d'allégresse, il voulut aussi qu'on ouvre les prisons et qu'on libère tous les malfaiteurs. « Si les autres sortent de prison, je veux en sortir moi aussi, » dit Pinocchio à son geôlier. « Vous non, » répondit le geôlier, « parce que vous n'êtes pas du nombre. »« Je vous demande pardon, » répliqua Pinocchio. « Je suis un malfaiteur moi aussi. »« Dans ce cas, vous avez toutes les raisons de sortir, » dit le geôlier. Et levant respectueusement sa casquette, il le salua, lui ouvrit les portes de la prison et le laissa partir. Chapitre 20. Non, je vais pas faire ça. C'est la fin du chapitre 19, les amis. Et je poursuis tout de suite avec le dernier chapitre de ce soir. Chapitre 20. Libéré de prison, Pinocchio s'apprête à revenir chez la fée, mais sur sa route, il rencontre un horrible serpent, puis se fait prendre à un piège. Vous imaginez la joie de Pinocchio quand il se sentit libre. Sans peser le pour et le contre, il sortit aussitôt de la ville et reprit le chemin qui le conduirait à la maison de la fée. À cause du temps pluvieux, la route était devenue un véritable marécage où l'on pataugeait jusqu'à mi-jambe, mais le pantin n'en tenait aucun compte. Possédé par le désir de revoir son père et sa petite sœur aux cheveux bleus, il bondissait comme un lévrier, et dans cette course, la boule éclaboussait, giclant jusque sur son bonnet. Cependant, il se disait en lui-même « Que de malheurs me sont arrivés, et je les ai bien mérités, car je suis un pantin entêté et capricieux. Je veux toujours n'en faire qu'à ma tête, sans écouter ceux qui me veulent du bien et qui ont 1000 fois plus de jugement que moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de changer de vie et de devenir un garçon comme il faut, un garçon obéissant. J'ai bien vu maintenant qu'à désobéir, les enfants sont toujours perdants et n'arrivent jamais à rien. Et mon père m'aura-t-il attendu? Est-ce que je le trouverai à la maison de la fée? Il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu, le pauvre homme, que j'ai hâte de lui faire 1000 caresses et de l'étouffer de baisers. Et la fée me pardonnera-t-elle la façon dont je me suis comporté avec elle? Dire que j'ai reçu d'elle tant de soins et tant d'affection. Dire que, si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est à elle que je le dois. Peut-il exister un enfant plus ingrat et plus sans cœur que moi? Il en était là de ses réflexions quand, d'un seul coup, il s'arrêta épouvanté et fit 4 pas en arrière. Qu'avait-il vu? Il avait vu, étendu en travers de la route, un gros serpent à la peau verte, aux yeux de feu et à la queue pointue qui fumait comme une cheminée. La peur du pantin dépassa l'imagination. Il s'éloigna de plus de 500 mètres et s'assit sur un tas de pierres en attendant que le serpent s'en aille une bonne fois pour toutes à ses affaires et libère le passage. Il attendit 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le serpent était toujours là. Et même de loin, on apercevait le rougeoiement de ses yeux de feu et la colonne de fumée qui s'élevait de la pointe de sa queue. Alors Pinocchio, s'imaginant qu'il avait du courage, s'approcha à quelques pas du serpent et d'une petite voix douce, insinuante et toute ténue, il lui dit « Excusez-moi, monsieur le serpent, auriez-vous l'amabilité de vous déplacer un petit peu d'un côté juste pour me laisser passer ?» Ce fut comme parler à un mur. L'animal ne bougea pas. Alors le pantin reprit la même petite voix. « Il faut que vous sachiez, monsieur le serpent, que je rentre chez moi où il y a mon papa qui m'attend, et que ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu. Me permettez-vous donc de continuer mon chemin ?» Il attendit un signe de réponse à cette demande, mais la réponse ne vint pas. Mieux, le serpent, qui jusqu'alors paraissait alerte et plein de vie, devint immobile et presque rigide. Ses yeux se fermèrent et sa queue cessa de fumer. « Serait-il mort pour de bon ?» dit Pinocchio, en se frottant les mains de satisfaction, et sans perdre de temps, il fit le geste de l'enjamber pour passer de l'autre côté du chemin. Mais il n'avait pas même fini de lever la jambe que le serpent se dressa à l'improviste, comme un ressort, et le pantin, en se jetant en arrière, épouvanté, trébucha et tomba par terre. Et il tomba si mal qu'il resta la tête plantée dans la boue du chemin et les jambes en l'air. À la vue de ce pantin qui gigotait la tête en bas à une vitesse incroyable, le serpent fut pris d'un tel fou rire qu'à force de rire et de rire et de rire, il finit par se faire éclater une veine du cou. Et cette fois, il mourut pour de bon. Alors Pinocchio se remit à courir pour arriver à la maison de la fée avant la nuit, mais en chemin, ne pouvant plus résister à la terrible faim qui le tenaillait, il sauta dans un champ pour cueillir quelques grains de raisin muscat. Que fit-il là? À peine arrivé dans la vigne, crac, il se sentit saisi aux jambes par 2 fers tranchants qui lui firent voir 36 chandelles. Le pauvre gamin venait d'être pris à un piège posé là par des paysans pour attraper les grosses fouines qui étaient le fléau de tous les poulaillers des environs. Et c'est la fin du chapitre 20, les amis. C'est donc également la fin de ce live. Nous passons à l'outro.
Princess Crow, ça fait très titre genre Martine et le pendu. J'avoue, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, les 2 chapitres par lesquels on vient de terminer, c'est très étrange. Je trouve ça super bizarre. Parce que, tout simplement, j'ai l'impression que les 2 chapitres qu'on vient de lire ne servent à rien. Enfin, c'est bizarre, hein, mais dans le sens où on amène des personnages qui sont directement évincés et qui n'apportent rien, enfin qui n'apportent pas de réflexion particulière ou quoi que ce soit, je trouve. Du coup, je trouve ça bizarre parce que depuis le début de l'œuvre, je trouve que c'est bien géré. Et là, je sais pas, genre le fait que Pinocchio perde son argent à cause du chat et du renard, c'était évident. Et c'est logique, je trouve. Le fait que le perroquet se foute de lui, etc., pourquoi pas. Je trouve ça logique, encore une fois, on va dire. En tout cas, ça a une logique. Après, le fait qu'il se fasse arrêter alors qu'il s'est fait voler de l'argent, là, je comprends pas bien. Et le fait que, en plus, le singe... le geôlier... alors oui, non, déjà, il y avait le juge singe qui décide de l'enfermer alors qu'il avait l'air compréhensif, donc ça, je comprends pas. Le geôlier qui dit « Ah bah oui, en fait, t'es coupable, donc en fait, oui, on te fait sortir. » Je ne comprends pas. Et là, le chapitre qu'on vient de lire, bah pareil, à nouveau, il rencontre un personnage, le serpent. Il y a une problématique avec ce serpent. La problématique se déclenche avec le fait que, au final, le serpent n'est pas mort et qu'il bondit dessus, etc. Et il meurt de rire. Et Pinocchio peut passer tranquillement. Je ne comprends pas. Genre, comme dit Princess Crow, ouais, chapitre filler, clairement. Genre, c'est les OAV des aventures de Pinocchio. Je comprends pas. Très bizarre, ces 2 chapitres. Donc, pour le coup, je pense qu'on a eu les 2 chapitres que j'ai préférés et les 2 chapitres que j'ai le moins aimés ce soir. Puisque le chapitre, du coup, 19 et 20, bah, je les trouve pas ouf. Je les trouve sympas parce que juste l'écriture est rigolote et j'aime vraiment le style d'écriture de Collodi. J'aime beaucoup, bah, je vous en ai déjà parlé lors du premier live, mais ce délire de faire des longues phrases avec plein de juxtapositions, plein d'accumulations par juxtaposition qui font des montées de rythme ou des descentes de rythme, et puis finir des très longues phrases par un tout petit mot ou une toute petite phrase, etc. Enfin, je trouve ça super cool. J'aime beaucoup ce rythme, avec plein de répétitions aussi. Je trouve que ça fait des belles envolées et des beaux arrêts, des beaux silences. Donc je trouve ça très mélodique en fait et j'aime beaucoup ça. Faire le personnage du serpent, bah, au final j'ai pas pu le faire parce qu'il a pas parlé. Faire le personnage du perroquet, c'est rigolo. Donc voilà, à la limite c'est ce qui m'a plu dans le chapitre. Mais sinon, ouais, comme dit Fallen Angel, c'est un peu le ventre mou là. Enfin, je trouve sur ces 2 chapitres en tout cas que c'est le ventre mou. Mais bon, sinon le reste du live de ce soir était très bien, puisque notamment le chapitre 15 et 16, clairement sont mes chapitres favoris pour le moment de l'œuvre. Et du coup j'ai hâte de voir la fin, parce que ça m'intrigue d'autant plus que je trouve que les chapitres qu'on a lus ce soir sonnent beaucoup fin d'aventure, alors qu'on en est qu'à la moitié de l'œuvre. On en est au chapitre 20, un peu plus de la moitié. On en est au chapitre 20 sur 36. Donc je me demande comment il va y avoir encore 15 chapitres en gros, puisqu'on va faire le 21. Enfin bref. Donc enfin ouais non, puisque du coup, voilà. Bon bref, 16 chapitres du coup. Donc je me demande encore comment on va faire 16 chapitres, enfin comment Collodi a encore fait 16 chapitres sur les aventures de Pinocchio. Parce que là je trouve que ça se freine vachement et que ça sonne déjà comme la fin de l'œuvre, je trouve. En tout cas c'est mon avis perso. Donc ouais. Je suis assez impatient de voir la suite, de voir comment ça va se réinventer. En espérant que ça ne devienne pas naze jusqu'à la fin, c'est tout ce que je souhaite. En tout cas, merci pour ce live les amis. C'était encore une fois très agréable. Je pense que la prochaine fois, si on suit la même logique... attendez, je suis en train de vérifier... Ouais. La prochaine fois, si on suit la même logique, du coup on fera 8 chapitres à nouveau. Du chapitre 21 au chapitre 28. 29, 30 et après, c'est bon. C'est ça. Donc on fera du chapitre 21 au chapitre 28, ce qui fera 8 chapitres. Et donc lors du dernier live, eh bien, on fera
jusqu'à 36, on finira. Donc encore 2 lives sur les aventures de Pinocchio. Le prochain live aura lieu, donc je mets la rediffusion ce jour-là, le lundi 13. Donc du coup, le prochain live sur les aventures de Pinocchio aura vraisemblablement lieu le 14 août 2018. Sinon, je vous dis, pour ceux qui veulent me rejoindre sur Et si on découvrait Wokfu, je vous dis rendez-vous demain, dimanche 12 août à 21h sur la chaîne. Et puis, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous annoncer en termes de planning live. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à Princess Crow, à Selkia, à Fallen Angel, à Clean Panda, et je pense avoir nommé tout le monde, d'être passé, ça fait grave plaisir. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. À la prochaine pour la prochaine lecture. Bye bye.